Bonjour et bienvenue dans All Sorts Podcast. Avec cette explosion des données, on se demande vraiment où tout stocker, hein. C'est la grande question du moment, hein. Les centres de données classiques, ils prennent une place folle, consomment énormément d'énergie. Oui, l'espace et l'énergie, c'est critique. Et si la solution, elle était littéralement juste là, sous nos pieds? C'est exactement le sujet. On plonge aujourd'hui dans le monde un peu fascinant des centres de données souterrains. Hmm, Les documents qu'on a étudiés, ils analysent justement leurs atouts, leurs défis techniques aussi, et puis leurs conceptions spécifiques. d'accord. On s'appuie sur des études, des cas concrets comme Iron Mountain ou Green Mountain en Norvège. Ah oui, ces noms reviennent souvent. Oui, ce sont des exemples assez emblématiques. Ok. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre si ces infrastructures cachées représentent une vraie voie d'avenir durable ou si c'est juste une solution de niche. C'est ça. Faut voir si c'est viable à grande échelle. Alors, première question, pourquoi creuser? Pourquoi s'enterrer comme ça? Le premier avantage qui saute aux yeux, c'est l'espace, j'imagine. Ben oui, Moins d'emprise au sol visible, donc moins de gêne pour le voisinage, le bruit notamment. c'est exact. Et ça va même plus loin. L'environnement souterrain, il offre une température naturellement beaucoup plus stable. Et plus fraîche. Ah oui, Chez Iron Mountain, par exemple, ils sont à plus de 60 mètres sous terre, dans du calcaire. d'accord. Et la température se maintient, tenez-vous bien, autour de 11 degrés, toute l'année. 11 degrés. Ouais. Naturellement. Du coup, ça change complètement la donne pour l'énergie. Au lieu de lutter contre la chaleur des serveurs avec des clims, Oui, qui consomment énormément. exactement, ben là, on exploite cette fraîcheur ambiante. Ça réduit drastiquement les besoins en refroidissement artificiel. Et ça, c'est souvent le poste de dépense numéro 1 en énergie, non? Absolument. Certains vont même jusqu'à utiliser un lac souterrain pour optimiser encore ce refroidissement naturel. Ah oui, carrément. 11 degrés Celsius constant, ça illustre bien le potentiel d'économie d'énergie, c'est fou. Tout à fait. Et au-delà de l'énergie, la sécurité, ça doit être un facteur hyper important aussi. On pense tout de suite à la protection contre les intempéries, les catastrophes. Absolument. C'est une protection physique naturelle contre les catastrophes, oui. Les tornades, les inondations. Hmm, Mais aussi, et c'est pas négligeable, contre les intrusions humaines. La masse de terre, de roches, c'est une barrière physique formidable. oui, j'imagine. Difficile de creuser discrètement. Voilà. Et dans certains contextes géopolitiques, je pense à Israël par exemple, cette robustesse face à des menaces physiques, voire des attaques, ça devient un avantage stratégique crucial. D'où l'idée peut-être de réutiliser d'anciennes structures. Vous parliez de Green Mountain. Exactement. C'est un ancien dépôt de munitions de l'OTAN, c'est ça? Tout à fait. Ça permet évidemment d'accélérer la mise en service et puis de limiter les coûts initiaux par rapport à creuser de zéro. Et oui, parce que construire ex nihilo, comme on dit, ça doit coûter une fortune. Effectivement, réhabiliter une mine, un bunker, ça peut être un gain de temps et d'argent. Mais partir de rien sous terre, oui, c'est une autre affaire, C'est complexe, j'imagine. très complexe. Il faut penser au forage déjà. Ensuite, aux structures elles-mêmes, qui doivent pouvoir supporter des pressions énormes. Et surtout, l'étanchéité. Elle doit être parfaite. L'humidité, l'ennemi numéro 1 de l'électronique. Exactement. Sans parler de trouver le bon endroit. Faut chercher un site. Stable, j'imagine. Ah bah oui, Éviter les zones sismiques, les nappes phréatiques. Mais en même temps, il faut rester connecté. Au réseau électrique, près des utilisateurs, pour que la latence soit faible. c'est un vrai casse-tête géologique et logistique, oui. Un équilibre à trouver. Et techniquement, une fois qu'on est dessous, c'est quoi les gros défis? Alors, un défi technique majeur, c'est la gestion de l'air. Dans un espace confiné comme ça, Hmm. la chaleur dégagée par les serveurs s'accumule vite, les particules aussi. Et puis l'humidité, on en parlait. Oui. Donc il faut des systèmes de ventilation et de déshumidification très sophistiqués, souvent avec des échangeurs thermiques, une gestion des flux d'air hyper précise. Et ça, ironiquement, ça doit consommer de l'énergie aussi, non? Ça peut, oui. Ça peut consommer une part non négligeable d'énergie, même si on économise sur la clim générale. C'est un calcul complexe. D'accord. Et cet accès qui est plus difficile, c'est bien pour la sécurité, mais pour la maintenance? Ou en cas d'urgence? C'est le revers de la médaille. Ça doit être compliqué. C'est plus complexe, oui. Pour la maintenance courante, pour les interventions d'urgence. Et puis même pour l'évolution du site. Agrandir une structure souterraine, Ah oui, l'expansion. c'est souvent beaucoup plus difficile, voire dangereux, qu'en surface. C'est moins flexible. C'est un point important, la flexibilité. C'est un point clé. Et n'oublions pas non plus la question de l'eau. Ah oui? Même si le refroidissement naturel peut en économiser, un data center, où qu'il soit, ça reste un gros consommateur d'eau, soit directement, soit indirectement via l'électricité utilisée. Mhm.
Donc pour que ce soit vraiment durable, il devient impératif d'utiliser de l'eau non potable, de l'eau recyclée ou des systèmes en circuit fermé. Logique. Et concrètement, à l'intérieur, ça ressemble à quoi? On a parlé de mines réutilisées. L'Øvdal Mine, en Norvège, ils ont une approche un peu différente, non? Avec des conteneurs? Oui, c'est intéressant ce qu'ils font. Ils exploitent d'immenses galeries minières. D'accord. Et dedans, ils installent des containers Rital, des containers standards en fait, prééquipés, prêts à l'emploi. Et ils peuvent même les empiler sur plusieurs niveaux. Malin. Une sorte de data center modulaire, mais sous terre? C'est un peu l'idée. Et la conception globale doit intégrer des solutions de refroidissement adaptées à chaque site. On a vu des lacs souterrains, comme chez Iron Mountain, l'eau très froide des fjords pour Green Mountain, Oui. ou alors des technologies plus poussées, comme le refroidissement liquide par immersion. Ça réduit encore l'empreinte énergétique et la consommation d'eau. Le refroidissement liquide, on en entend de plus en plus parler. Oui, c'est une tendance forte. Et il y a aussi la ventilation naturelle, quand c'est possible, assistée par des ventilateurs. Ça a été étudié pour un site comme Scholberg pour optimiser l'efficacité. D'accord. Alors, tout ça mis bout à bout, est-ce qu'on assiste à une vraie tendance de fond ou est-ce que ça va rester un marché de niche? Pour l'instant, soyons clairs, c'est une fraction vraiment minime du parc mondial de data centers. Hmm. Des analyses un peu plus anciennes, je pense à ZDNet en 2013, elles étaient assez sceptiques. Elles mettaient en avant les coûts de construction prohibitifs, les risques d'inondation. Elles jugeaient ça peu viable, en gros. Mais le regard a peut-être changé depuis, hein? Il semble, oui. Des sources plus récentes, comme TechTarget ou Polar DC, montrent un intérêt qui grandit. Qu'est-ce qui motive cet intérêt alors? Principalement la quête de durabilité, on en a parlé, la sécurité renforcée, et puis la perspective de coûts d'exploitation plus bas, justement grâce à ces économies sur le refroidissement. D'accord. Et on peut imaginer que l'intelligence artificielle pourrait aider à optimiser encore plus leur gestion énergétique à l'avenir. Oui, l'IA pour optimiser tout ça, Et il y a un autre facteur, l'essor de l'edge computing. c'est-à-dire? L'idée de traiter les données au plus près de l'utilisateur, pour réduire la latence, ça pourrait aussi remodeler le paysage. Peut-être moins de besoins concentrés dans d'énormes centres, qu'ils soient en surface ou sous terre d'ailleurs. Intéressant. Donc, si on résume, les centres de données souterrains, c'est une promesse. Sécurité accrue, efficacité énergétique potentielle, intégration discrète dans le paysage. C'est ça? Une promesse qui est quand même tempérée par des coûts de construction souvent élevés, une complexité technique certaine, surtout pour l'air et l'humidité, Oui. et puis une flexibilité limitée pour l'expansion future. Donc, la question qui reste ouverte, c'est, face à cette croissance continue, exponentielle des données, est-ce que ces forteresses numériques souterraines vont devenir une nécessité, une composante essentielle de notre infrastructure? Ou est-ce qu'elles resteront plutôt cantonnées à des usages très spécifiques, dictés par la sécurité absolue ou des conditions environnementales très particulières? C'est une excellente question pour la suite. Ça donne matière à réflexion. Tout à fait. Ben voilà, une exploration fascinante. Si cette plongée dans les profondeurs technologiques a piqué votre curiosité, aidez All Sorts Podcast à remonter à la surface et à atteindre de nouveaux sommets. Oui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez un j'aime, ça nous aide énormément, ça résonne comme un écho positif. Partagez cette analyse avec d'autres esprits curieux, d'autres explorateurs du savoir. Votre soutien est précieux. Un immense merci d'ailleurs à nos abonnés qui sont déjà là, fidèles. Votre soutien, c'est vraiment le socle sur lequel on bâtit tout ça. Et n'hésitez pas à plonger dans nos autres épisodes. Chaque sujet est comme une nouvelle galerie fascinante à découvrir. Il y a de quoi faire. Et vous pouvez aussi suivre nos explorations sur X, Instagram et Threads, All Sorts Podcast. On continue de creuser ensemble la connaissance. Merci de nous avoir écoutés. Merci et à bientôt.